Je ne sais pas si vous avez des questions, sûrement qu'elles sont nombreuses sur les 3 sujets. Il est déjà 16 heures, mais vous pouvez proposer des questions. Moi, je vais rebondir sur la dernière présentation, là, la plus fraîche dans ma tête. Ce que je retiens, c'est que nous, c'est vrai qu'on forme une chaîne avec les préleveurs qui nous prélèvent soit par les radiologues ou les chirurgiens des prélèvements, qui arrivent en anapath et qui sont ensuite adressés en biologie moléculaire. Et ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, on sélectionnait uniquement les adénocarcinomes pour rechercher les thérapies ciblées, enfin des cibles. Et là, avec l'arrivée de l'immunothérapie, on se dit qu'enfin, les autres types, donc en particulier les épidermoïdes et les carcinomes neuroendocrines à petites cellules, auront leur chance également, et peut-être avec des traitements encore plus efficaces. Donc ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire pour ces patients. Ce que j'ai retenu aussi sur l'étude Saphir, donc à laquelle on participe. Donc nous, on intervient directement pour cette étude puisque on reçoit les prélèvements frais et on les congèle. Ensuite, c'est les ARC qui viennent les prendre pour les adresser dans les grands centres. Ce que je retiens, c'est que finalement, de ne pas avoir de cible, c'est presque également une chance, puisque si aucune cible n'est trouvée, on pourra partir dans le bras de l'immunothérapie. Donc c'est ça qui est très encourageant. Bon, sinon pour les autres topos, est-ce que vous avez des questions ? Pour la vidéochirurgie, toi tu voulais rebondir sur... Oui, je pense que c'est assez intéressant de ce qu'on va pouvoir avoir avec les interférences entre la radiothérapie et l'immunothérapie, avec plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore, mais qui sont également assez prometteuses là-dedans. Il y a un phénomène qu'on appelle l'effet recall, en fait... l'immunothérapie est quand même une réactivation du système immunitaire, et à partir du moment où on fait jouer les lymphocytes se sont déjà bien amusés quand on leur a fait des rayons. Donc je pense qu'on va avoir plein de choses à découvrir avec des combinaisons de traitements pour faire monter le plateau justement. Peut-être pour parler de la chirurgie, là, sur la vidéochirurgie. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être une technique... c'est vraiment intéressante à proposer aux patients. Donc vous avez à peu près 20% des lobectomies, c'est ça, actuellement, et 25% en France. Donc on se rapproche des chiffres des autres centres. Oui, donc nous, on a commencé notre expérience avec Osinlala en 2013. Donc, on a maintenant 1 an et demi d'expérience. On peut dire qu'on termine notre courbe d'apprentissage. Donc, effectivement, tous les patients éligibles à cette chirurgie, on les fait par thoracoscopie, qui correspond à peu près à, entre 15 et 20% de nos chirurgies. Voilà. Et donc, on espère bientôt pouvoir s'attaquer à la chirurgie robotique et pouvoir se former à cet outil qui a l'air très séduisant. Voilà. Alors, il y a une enquête une étude sur le dépistage qui va être mise en place via l'intergroupe français de cancérologie thoracique. Attendez, on va prendre. En fait, cette étude va être montée par l'intergroupe français de cancérologie thoracique sur le dépistage. Après, c'est vrai qu'il y a eu un engouement sur les cellules circulantes. On ne sait pas vraiment quoi faire des cellules circulantes. Le problème dans le dépistage, c'est que c'est très bien de trouver des cancers de façon précoce, mais l'intérêt du dépistage, c'est de ne pas en laisser passer. Et c'est là qu'est tout le problème du dépistage. Donc, de la même façon que qui dit toute méthode de dépistage radiologique induit la découverte d'images bénignes qui va devoir mettre en place des coûts de santé non négligeables. Il faut faire du dépistage de façon correcte, respecter les recommandations d'une part, et d'autre part, le dépistage, et cette étude avait été montrée au Congrès mondial à Denver récemment, c'est que le dépistage c'est bien, mais c'est encore mieux à partir du moment où on a le sevrage tabagique. Si les gens continuent à fumer parce qu'on a des méthodes de dépistage efficaces, c'est pas bon, c'est pas ça. C'est en fait, il faut passer par le sevrage, et c'est d'abord la lutte contre le tabagisme qui va permettre de mettre en place le dépistage. Parce que si vous continuez de fumer et vous continuez à augmenter le risque du cancer et la carcinogénèse,
le dépistage ne sera pas efficace. Mais je pense qu'en alliant les cellules circulantes, en alliant l'ADN circulant et les techniques de plus en plus précises d'évaluation scanographique, on va pouvoir mettre en place un programme de dépistage. Les essais américains qui ont validé le dépistage sont faits effectivement dans une société qui n'a pas un système de remboursement aussi parfait que le nôtre, et je crois que c'est un réel problème de santé publique. Je crois qu'on va s'arrêter parce qu'il est déjà tard. Une dernière question ? Les malades ne répondent pas à l'immunothérapie à peu près 20-30%. Est-ce qu'on a des facteurs prédictifs de réponse à l'immunothérapie pour ne pas faire de gaspillage? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut associer des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est-à-dire des thérapies ciblées, à l'immunothérapie, sauf le qui évidemment qui peut être très élevé à ce moment-là? Alors, pour la première partie, on a des critères prédictifs de réponse à l'immunothérapie. Le problème est qu'il y a des patients qui n'ont pas les critères prédictifs, c'est-à-dire qui n'ont pas le biomarqueur et qui répondent quand même. Donc là aussi, il ne faut pas laisser des patients qui peuvent bénéficier du traitement sur le bas-côté. Il est évident que là, pour l'instant, on a des molécules qui sont en situation de deuxième ligne. Quand on aura une stratégie de biomarqueurs, on a des biomarqueurs qui permettent de déterminer l'expression de PDL1 et qui vont permettre de sélectionner les patients qui seront très répondeurs et qui devront bénéficier de l'immunothérapie en première ligne. Ça, c'est clair. Après, il y a des patients qui vont répondre à l'immunothérapie. L'avantage de l'immunothérapie, ou qui ne vont pas répondre, l'avantage de l'immunothérapie, c'est qu'au bout de la 3e injection, c'est-à-dire à 6 semaines de traitement, on est fixé. Il y a un bénéfice clinique ou il n'y en a pas, et il faut faire une évaluation précoce, effectivement, pour ne pas gaspiller du produit et pour ne pas faire perdre de chance aux patients d'avoir un traitement derrière. Et là, avec la pratique de l'immunothérapie qu'on a sur notre centre, on a des patients qui ont déjà commencé à répondre à l'immunothérapie, puis à progresser, ou à progresser d'emblée sous immunothérapie, pour lesquels on a fait de la chimiothérapie derrière. Et alors, de façon tout à fait étonnante, dans certains cas, l'immunothérapie remet à neuf les cellules cancéreuses et après, on a une activité de chimiothérapie impressionnante. J'ai vu une patiente hier en 5e ligne qui a répondu de façon totalement inattendue à une molécule à laquelle elle avait résisté au début. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait en excitant les cellules avec l'immunothérapie, mais en tout cas, c'est ça qu'on va devoir déterminer plus tard. La dernière partie de ta question, c'était dans les associations. Il y a des associations d'immunothérapie et il y a des essais en cours également avec des anti-angiogènes et également des thérapies ciblées. L'avenir est à la combinaison de traitements, c'est clair. Je vous remercie pour votre attention. On va passer à la dernière session. On va faire une petite pause avant quand même. Je vous propose 10 minutes de pause et ensuite on reprend. Merci.